Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée métaphysique de Platon. Cette fois-ci, nous allons aborder deux grands textes de Platon qui ont eu un impact décisif sur toute la métaphysique à venir et sur la pensée occidentale. Il s'agira du Sophiste et du Parménide, deux dialogues aussi difficiles qu'indispensables pour comprendre en profondeur l'évolution de la pensée de Platon concernant la vérité qui demeure intelligible dans sa philosophie idéaliste. Ce sera un enregistrement qui sera nécessairement technique, mais je vais tout faire pour vous synthétiser tout ça de manière simple. Je préfère quand même vous prévenir. Il y a une première partie où je vais plus m'appesantir sur le sophiste, où là ça restera assez simple et on parlera essentiellement de l'image, du rôle de l'image dans la réflexion ontologique qui a lieu dans le sophiste. Et dans la deuxième partie de l'enregistrement, là, on parlera plus trop de l'image et on sera vraiment sur le Parménide et les apories liées à la métaphysique de Platon, aux impasses dans lesquelles il s'est retrouvé et quel cheminement dialectique il a effectué dans ce très grand texte. Donc je préfère vous prévenir, ça sera un enregistrement qui sera pour les grands, pour les adultes. Donc bon, si vous êtes un peu trop fragile ou si vous pensez que vous êtes encore débutant, vous pouvez au moins suivre la première partie, mais après, à partir du Parménide, ça sera nettement plus dur. Donc je fais aussi cet enregistrement car la dernière fois je me suis penché sur la pensée de Parménide, qui est un géant présocratique ayant eu une influence importante sur Platon, et que le sophiste est un dialogue de la maturité, où Platon discute sa fameuse thèse portant sur l'opposition entre être et non-être, abordée la fois précédente. Cet enregistrement va aussi être l'occasion de nous pencher sur le statut de l'image dans la pensée platonicienne, et dans quelle mesure celle-ci constitue un obstacle ou une aide pour le savoir. D'autres enregistrements sont à venir sur cette notion, d'ailleurs. Donc l'image sera ici étudiée à partir de deux aspects complémentaires. Dans le sophiste, il est question pour Platon de démontrer au niveau ontologique, c'est-à-dire au niveau de l'être, que le sophiste introduit bel et bien de l'erreur et du non-être au sein même de son discours, et que pourtant cette fausseté possède bel et bien une réalité. En effet, si le faux n'existe pas, tout devient vrai, et il devient impossible de démêler le vrai du faux. Le sophiste devient alors imprenable et impossible à saisir, car il échappe à toute tentative de définition, puisque ce qu'il dit devient autant valable que ce que dirait un prétendu philosophe. Donc tout l'enjeu du sophiste pour Platon, c'est de parvenir à le traquer, à l'attraper et en proposer une définition qui le rende enfin visible. Or, Platon ne peut admettre que le sophiste puisse être sage, pas parce qu'il les aimait pas ou qu'il voulait les clasher, contrairement à ce que racontent certains idiots. En fait, c'est parce que, du fait de la fausseté de son discours, tout simplement, ça peut pas être un savant, raison pour laquelle les images sur lesquelles s'appuie le sophiste, en tant qu'orateur, doivent être examinées dans leur nature même. Le Parménide, lui, est un dialogue complexe dans lequel Platon va pousser dans ses propres retranchements sa propre théorie de la connaissance en montrant les limites de la théorie des formes intelligibles. Il s'agira ici de se demander en quoi l'image est réellement ce qu'elle est, à savoir une version affaiblie et imparfaite d'une réalité supérieure et intelligible, et si finalement ce que Platon considère comme étant l'image d'un modèle plus parfait n'est pas la seule réalité que nous connaissons. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on va surtout parler de l'image quand on va se pencher sur le sophiste. Pour éclaircir ce point, je rappelle qu'au livre 6 de la République, Platon a développé une célèbre théorie des formes intelligibles selon laquelle toute chose qui nous apparaît n'existe qu'en tant qu'elle est la copie d'une forme universellement valable. Par ailleurs, Platon fait la distinction entre différents degrés de connaissance. Il y aurait les ombres, les reflets et les imitations des phénomènes que nous percevons, imitations que l'on retrouvera en art par exemple,
la peinture d'un paysage qui n'est pas le paysage lui-même, mais s'appuie sur ce dernier comme modèle. Il y aurait les phénomènes perçus en tant que tels, qui eux-mêmes sont une version affaiblie des idées, servant de modèle initial au phénomène. En effet, Platon pense que la réalité que nous percevons, où tout est changeant et mouvant, n'est pas la réalité en tant qu'elle serait réellement réelle, puisqu'elle n'a aucune unité intrinsèque. Il faut donc établir l'existence d'une forme intelligible qui demeure séparée de la matière, car celle-ci est périssable, changeante et soumise à la corruption. Cette forme appartient bel et bien à une réalité spirituelle, à l'abri de toute altération. En effet, des individus peuvent mourir, mais jamais l'homme ou l'humanité en tant qu'idée, par exemple, dont les individus sont des exemples. De même que la disparition sans cesse croissante des arbres, en Amazonie par exemple, n'altère nullement l'idée d'arbre qui demeure éternelle. En bref, la réalité perçue est sans cesse changeante, sujette à une multiplicité de cas observables et vectrice d'opinions, mais pas la réalité intelligible à laquelle s'élève notre esprit lorsque nous faisons de la philosophie et nous élevons ainsi jusqu'aux idées. Maintenant qu'on a rappelé ces points essentiels que toute personne ayant déjà un jour fréquenté Platon dans sa vie connaît déjà, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et nous intéresser maintenant au dialogue le sophiste. En effet, dans la pensée platonicienne, nous retrouvons toujours cette lutte contre la tentative du relativisme défendue par les sophistes, tel Protagoras, qui consiste à dire que tout est sujet à de multiples opinions et qu'aucune vérité ne peut être réellement atteinte. Platon entend donc, dans le sophiste, préciser la nature du sophiste, qui, en tant qu'habile orateur, semble pourtant tenir un discours vraisemblable et qui séduit les jeunes gens, prêts à le payer pour apprendre à maîtriser cet art du discours mensonger. Pourtant, le sophiste ne cherche pas la vérité. Comment expliquer que ce qu'ils disent semble vrai et passe pour tel, alors qu'il n'a nul savoir de ce qui est vrai, se contentant simplement d'utiliser le discours pour promouvoir l'opinion. Le dialogue se tenant entre l'étranger, dont on peut se supposer qu'il s'agit du point de vue de Platon, et Théétète, effectue une tentative de définition du sophiste en tant que faiseur d'images. Ça, c'est vraiment la définition principale qu'il faut qu'on retienne du sophiste. C'est un faiseur d'images. En effet, la parole a la puissance de créer des images, parler de toute chose. Ce sont des images qui sont parlées, qui sont véhiculées par le discours, de la même façon qu'un artiste produit des images en imitant un modèle préalable. Le sophiste, lui, utilise le discours pour convoquer des images trompeuses de ce qui semble être vrai. Encore faut-il précisément savoir quel genre d'image convoque le sophiste. C'est pourquoi en 236c, 237a, Platon effectue une distinction entre deux arts, l'art de la copie et celle du simulacre. En effet, l'image est certes une reproduction d'une réalité initiale sous une autre forme, mais encore faut-il savoir de quelle manière cette reproduction a lieu pour préciser la nature de l'image. L'image peut être soit une imitation, qui va alors être basée sur la fidélité au modèle représenté, soit un simulacre qui ne va nullement viser la conformité ou l'exactitude entre la chose prise pour modèle et la représentation finale. Je rappelle en passant, enfin ça me paraît une évidence, mais je le rappelle quand même, que l'image par définition, elle n'a pas d'existence autonome, hein. Elle est toujours la reproduction de quelque chose qui sert de base à celle-ci. La question que soulève Platon, qui est intéressante et qui permet d'avoir une distinction un peu plus fine de différents types d'images, c'est finalement avec quel degré de fidélité au modèle initial l'image est produite. Vous voyez, selon Platon, le simulacre est une imitation sans ressemblance réelle avec le support original, tandis que l'image vise la représentation fidèle du support d'origine. Par exemple, si je dessine un portrait aussi réaliste que possible de quelqu'un,
que je connais, on peut dire que le portrait que j'ai dessiné est une image en tant qu'imitation de la personne que j'ai prise comme modèle. Par contre, si je lui fais un pif un peu plus gros ou des oreilles un peu plus grandes, on sera davantage dans la caricature que dans l'imitation, et le terme de simulacre serait sans doute plus approprié. Si on applique ça au discours du sophiste, on pourrait faire l'hypothèse que, eh bien, le sophiste, par le discours, va diffamer quelqu'un, il va diffamer par exemple Socrate, et il va tellement déformer ce qu'est Socrate dans son discours qu'à la fin c'est un simulacre de Socrate, vous voyez. Je donne des exemples simples pour qu'on voit un peu mieux ce que ça pourrait signifier. Donc Platon distingue ici art de la copie et art du simulacre. Il y a d'un côté l'image de l'autre, enfin l'image qui est copiée, de l'autre l'image qui sera un simulacre. Donc il y a deux genres d'art qui leur correspondent mutuellement. Vous voyez, ils procèdent par division. Donc pour savoir dans quelle catégorie placer le sophiste, est-ce un faiseur de copie ou de simulacre? On a d'un côté une mimétique qui cherche à respecter le modèle dans ses diverses proportions, tandis que de l'autre côté, on a une mimétique qui va gommer certains aspects du modèle et les modifier pour créer intentionnellement une certaine illusion, selon l'effet souhaité dans telle ou telle situation. Ainsi, le sophiste ne chercherait pas à retranscrire dans son discours, même de manière imparfaite, une quelconque forme de vérité. Il s'en éloigne délibérément pour tromper et induire en erreur les gens. Il apprend même aux jeunes gens à faire de même et ne croit d'ailleurs nullement à la pertinence d'une recherche de la vérité. Pourtant, le sophiste use des simulacres pour donner l'apparence de vérité à son discours. Comment expliquer que ce discours soit absolument vide et creux sur le fond, tout en passant pour vrai auprès de la masse de l'opinion? Il y a quelque chose de paradoxal si on y réfléchit, parce que d'un côté, on nous dit ici que le simulacre, c'est faux, voilà, il n'y a même pas la volonté d'être fidèle au support d'origine, mais en même temps, il doit bien y avoir un minimum de lien, puisque il y a encore le modèle qui sert de base, même si à la fin c'est inexact. Et en plus ça passe pour vrai, hein. Donc en effet, si le simulacre est encore plus inexact qu'une simple copie de la chose à laquelle on fait référence, par exemple en diffamant un adversaire face auquel on veut avoir raison et en prenant certaines caractéristiques que l'on va totalement exagérer, comment expliquer que ce discours passe pour vrai alors qu'il est ce qu'il y a de plus éloigné de la vérité? Platon, pour répondre à ce problème central, développe une réflexion ontologique vertigineuse et fait rappeler à l'étranger la célèbre interdiction de Parménide que l'on a vue la fois précédente. Non, jamais on ne prouvera que le non-être existe. Écarte plutôt ta pensée de cette route de recherche. Donc cette idée du grand Parménide, Platon entend la contredire et outrepasser cet interdit de montrer que le non-être peut exister. Car si le non-être n'existe pas, s'il n'est pas, alors l'erreur devient impossible. En tout cas, elle ne devrait pas avoir autant de contenance, voyez. Or, si l'erreur devient impossible, c'est toute la philosophie et la recherche même de la vérité qui est mise en péril. Comme on vient de le voir, le sophiste, par sa seule existence, semble contredire Parménide, car il a réussi à introduire du non-être au sein même de l'être, par le biais de l'image simulacre qui correspond à la pire déformation possible de l'être. Il semble donc qu'il faille supposer que le faux puisse être, il faut accorder au non-être une certaine existence, ce que Parménide récuse. Mais précisément, nommer le non-être, c'est encore en faire un sujet de réflexion, et lui attribuer une unité, ne serait-ce que parce qu'on le nomme le non-être, voyez. Donc malgré le fait qu'il ne soit censé correspondre à rien, on le nomme. Il y a donc un paradoxe dans le fait même de dire quoi que ce soit à propos du non-être, y compris le fait qu'il ne soit pas. Il y a un souvenir qui m'est revenu, je vous raconte un petit peu ma vie, parce que bon, pour une fois c'est un peu utile pour illustrer le propos. Lorsque j'avais 16 ans, je faisais pas encore de philo à ce moment-là, mais j'en ferai quelques mois plus tard, et je sais pas, il
il y a une espèce d'intuition qui m'a traversé l'esprit. Ça illustre un peu ce paradoxe logique. J'avais dit à mes camarades dans une conversation que le meilleur moyen de ne parler de rien était encore de ne rien dire. Ce à quoi une personne plus âgée m'avait très justement fait remarquer plus tard que je ne devrais même pas le dire dans ce cas. Donc selon une telle logique, on devrait plutôt se taire, c'est vrai, hein, que de tenter de parler de ce qui n'est pas. Le non-être étant ineffable par définition. Car en l'enrobant d'images séduisantes, on lui donne une contenance et une forme de persuasion qui le travestit et lui donne l'apparence de l'être. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'on se résout à parler du faux ou du non-être, on l'admet comme existant alors même qu'il renvoie à ce qui n'existe pas, ce qui est contradictoire. Platon considère donc qu'il est bel et bien possible de parler pour ne rien dire, précisément, et que le sophiste est l'illustration parfaite de ce paradoxe, car l'image repose sur une certaine ressemblance, tandis que le simulacre est faux et trompeur, mais possède toujours un certain lien avec la chose qu'elle prétend représenter. Simplement, ce lien est extrêmement faible. Platon doit alors prendre le risque de lui attribuer une certaine unité en nommant le non-être et en parlant comme de quelque chose. Toutefois, ce n'est pas parce que le non-être prend la forme du vrai, dans le discours du sophiste, qu'il le devient pour autant. Pour clarifier ce point et pour cerner au mieux le sophiste, Platon va faire opérer une nouvelle distinction qui est particulièrement exploitée durant la fin du dialogue par l'étranger. L'étranger établit ainsi une distinction entre doxomimétique, imitation fondée sur l'opinion, qui se dit doxa, je le rappelle, pour ça qu'il parle de doxomimétique, et imitation savante, qui serait celle fondée sur la science. Toutefois, le sophiste n'est pas un imitateur malgré lui, parce que Platon envisage encore de voir si on pourrait pas mettre le sophiste dans la catégorie de l'ignorant, mais il dit bah non, c'est pas un ignorant le sophiste. L'ignorant, lui, il serait naïf. Il n'est pas de ceux qui parlent sans savoir de quoi ils parlent. Hein, ça, c'est l'ignorant, mais c'est pas le sophiste. Ceux-là brassent de l'air sans même s'en rendre compte. Le sophiste sait au moins qu'il n'a pas la science, mais plutôt que de chercher la vérité, il utilise l'art de l'imitation afin de rendre vraisemblable son opinion par le recours d'images simulacres. Il peut user également de la rhétorique pour amener de façon individuelle telle ou telle personne à se contredire. C'est une imitation déformée qui tient de l'ironie en ce qu'elle fait semblant de détenir un savoir et feinte ce dernier. Donc, ce qui est fort, c'est que non seulement le sophiste s'appuie, comme on l'a vu, sur des images simulacres, mais en plus, son imitation va reposer sur une imitation du savoir. Et c'est pour ça qu'il y a une forme d'ironie, parce que l'ironie, c'est quand justement on fait semblant d'affirmer quelque chose alors qu'on veut dire l'inverse. Là, l'ironie, c'est justement que le sophiste imite la posture du savant, alors qu'il ne sait pas, qu'il le sait, que d'ailleurs il ne croit même pas en la science, en tout cas en une science universelle du vrai. Donc il est défini à l'issue du dialogue comme un imitateur, se basant sur l'opinion et non sur le savoir, l'image pouvant détenir une dimension pédagogique si elle est maniée par un philosophe ou un savant. Finalement, ce qui distingue sophiste et philosophe est l'usage de la science ou de l'opinion qui sert de fondement à l'imitation. Le philosophe ou savant usera des images comme les mythes dans la pensée platonicienne qui remplissent une fonction pédagogique, par exemple, pour imiter un savoir d'origine intelligible en le rendant accessible, en le vulgarisant, si on peut dire par le biais d'images, tandis que le sophiste fera appel à des images délibérément inexactes par rapport au modèle qu'elles sont censées représenter, du fait qu'il n'a pas la connaissance des formes intelligibles qui sont les modèles parfaits qu'il ignore. En l'absence de science, le sophiste ne fait que fonder son imitation sur l'opinion incertaine et douteuse par définition, car il prendra appui sur les opinions dérivées des apparences, au lieu de s'élever vers la vérité intelligible.
Là où le philosophe use de l'imitation savante pour instruire et élever, le sophiste use de l'imitation basée sur l'opinion pour égarer davantage les ignorants. Sa principale supériorité sur les ignorants étant qu'il se sait ignorant mais étant totalement désintéressé de la recherche de la vérité. De cette analyse du sophiste, enfin d'ailleurs il met le doute sur le fait même d'être ignorant, puisque le sophiste possède un rapport relativiste au vrai. De cette analyse du sophiste, nous pouvons en retenir un élément important, à savoir que l'image peut être plus ou moins exacte par rapport au modèle qu'elle prétend représenter, et que le simulacre demeure produit par une inexactitude se rapportant à l'opinion par opposition à la science. De fait, l'image ne serait pas nécessairement un obstacle au savoir si elle a pour but d'élever de manière ascendante l'aspirant à la sagesse vers ce qui demeure intelligible. Toutefois, l'image, à l'inverse d'une forme intelligible, est sujette à représentation. Je peux représenter mon image d'arbre ou de cheval avec autant de précision que possible, par exemple, mais la forme intelligible d'arbre ou de cheval reste un objet de pensée qui ne se laisse par définition réduire à aucune image particulière, qui ne sont que des exemples potentiels pour l'illustrer. C'est pour ça que si on dessine un cheval ou quoi que ce soit, on aura des exemples différents parce que la forme universelle chez Platon englobe la totalité des cas. Donc il y a une forme intelligible qui regroupe en elle tous les exemples potentiels de phénomènes, qui en seraient des images singulières, et dont nous ne pouvons faire que des imitations plus ou moins exactes, soit en les décrivant dans un discours, soit en les représentant par un biais artistique. De fait, s'il y a toujours une inexactitude inévitable entre l'idée intelligible d'une chose qui demeure l'objet de la pensée et son imitation qui demeure saisissable par les sens, du fait de la séparation entre le spirituel immuable et le matériel changeant, est-on sûr de l'existence de ces formes intelligibles dont parle Platon ? Est-ce que finalement nous n'avons pas une connaissance plus précise de ce qui se livre à nos sens et des images que nous pouvons concrétiser dans l'art ou dans la parole, car la séparation entre ce qui demeure sensible et intelligible demeure trop importante. C'est ce point épineux que Platon a tenté de surmonter dans son dialogue Parménide, où celui-ci fait face aux limites de sa propre métaphysique fondée sur les formes intelligibles, dont l'existence n'a rien d'empirique. On remarque ici que Parménide est le personnage qui conduit la réflexion, tandis que Socrate demeure en retrait, peut-être une manière allégorique de montrer que Platon s'affranchit de la pensée de son maître, et on remarque aussi qu'un personnage du nom de jeune Aristote intervient plus loin pour donner la réplique à Parménide. Alors bien qu'il y ait un consensus parmi les historiens quant au fait qu'il ne s'agirait pas du jeune élève Aristote, qui était donc l'élève de Platon, que l'on connaît, la coïncidence reste troublante quand on sait que c'est le dialogue de Platon où celui-ci prend le plus le risque de remettre en cause son propre système. Mais bon, on va pas dire que c'est peut-être Aristote, on va dire que c'est une simple coïncidence, sait-on jamais. Donc, en effet, Platon considère dans le Parménide, en 129a, que les choses sont multiples, tout en possédant une identité. Donc, il y a la tension entre l'un et le multiple qui est abordée dans le Parménide. Oui, bon voilà, vous voyez, là on va arriver au point vertigineux métaphysique qui demande un effort de concentration. Donc s'il n'y avait que du multiple, aucune chose ne pourrait ressembler à une autre. Il n'y aurait que du singulier. Et si toutes les choses étaient identiques entre elles, il n'y aurait aucune identité possible, aucune singularité ou particularité. On confondrait par exemple à tout moment le cheval avec l'homme ou l'homme avec la femme, ce qui ferait un peu désordre. Donc Platon résout le problème en considérant que toute chose participe à deux formes, celle de la ressemblance et celle de la dissemblance,
Par exemple, la mer et le ciel sont tous les deux bleus, pourtant on voit bien que ce sont deux choses différentes. Elles participent à une forme commune qui serait celle de bleu, en raison du fait qu'elles participent à la forme de ressemblance, mais on ne les confond pas du fait qu'elles participent à la forme de la dissemblance. Donc il y a ces deux formes-là qui servent à Platon pour expliquer que les choses conservent une certaine identité sans se mélanger pour autant, mais on verra après que même ça suffit même pas. Donc toutefois, il reste à prouver que la réalité sensible participe à une réalité intelligible, qui lui donne sa cohérence et son unité, que les choses participent effectivement à des formes intelligibles qui seraient la ressemblance et la dissemblance, par exemple. Rappelons encore une fois que pour Platon, l'unité des choses, qui leur donne leur identité, ne peut être présente dans le monde matériel en changement permanent. Raison pour laquelle il situe celle-ci à un niveau spirituel où tout demeure identique à soi. C'est pas de manière arbitraire que Platon est idéaliste et qui suppose que il existe des formes intelligibles au-delà de toute dimension matérielle. C'est parce qu'il estime que la matière en elle-même est sujette à des changements, des modifications constantes, et que donc, s'il y a une unité, il faut la chercher ailleurs. Voilà. Ce qui distingue, comme je l'avais rappelé récemment, Platon et Aristote. Donc, toutefois, Platon prend en compte un contre-argument de taille, que nous avons déjà évoqué juste avant, la différence radicale entre les formes parfaites et immuables et les réalités sensibles, changeantes et imparfaites. Qui rend complexe le lien de communauté de nature entre les deux. Comment ce qui demeure intelligible et parfait peut avoir un quelconque rapport avec ce qui demeure sensible et corruptible? Et oui, la participation est donc proposée pour expliquer comment les réalités sensibles participent de réalités intelligibles qui sont de nature différente. Donc ça permet de maintenir une connexion sans exigence d'identité stricte ou de parfaite similitude. La chose perceptible, qui participe à une forme universelle et muable, lui doit son unité, tout en demeurant réellement différente de celle-ci. Il y a donc une relation de dépendance des phénomènes sensibles vis-à-vis des formes, mais sans que ces phénomènes ne soient de simples reflets identiques aux idées. Par exemple, Socrate participe à l'idée d'homme et demeure donc reconnaissable en tant qu'homme du fait qu'il participe à la forme parfaite d'homme à laquelle participent tous les individus masculins, bien qu'ils ne correspondent que partiellement à cette forme englobant la totalité du genre homme, et tous les exemples possibles qui peuvent y être rattachés. Toutefois, Parménide met en évidence que même la participation suppose une certaine communauté de propriétés entre les formes intelligibles et les réalités sensibles. En effet, pour qu'il puisse y avoir participation, il faut bien que Socrate possède un peu en lui de la forme intelligible à laquelle il participe, sinon le lien est toujours inexistant et le problème soulevé auparavant n'est pas surmonté. Et par ailleurs, il y a un problème qui va apparaître, c'est que ça voudrait dire que la forme se sépare un peu d'elle-même. Et donc, il faut qu'il y ait un peu de séparation parce que il y a un peu de forme intelligible dans la réalité sensible dans ce cas-là. Et sinon, il faudra en arriver à la conclusion absurde que des êtres divins qui appartiennent à l'intelligible ne peuvent pas connaître la matière sensible. De la même manière que les êtres humains qui appartiennent au monde matériel ne pourraient pas connaître non plus les formes intelligibles et donc les idées. Alors voilà, le but c'est de maintenir la connexion entre les deux. Donc pour Socrate ou pour tout homme doté de pensée, ça ne paraît pas poser de problème puisque la forme intelligible est accessible à l'intellect. Mais le problème c'est que la forme intelligible n'existe pas simplement pour les êtres dotés de pensée. Et oui, sinon ça serait trop simple. En effet, pour les choses matérielles présentes dans la nature, par exemple, peut-on parler de participation alors même que celles-ci ne sont pas dotées de pensée, parce que la forme intelligible, c'est un objet de pensée,
et elle permet également la pensée chez l'homme, vous voyez. Donc les formes sont de simples pensées présentes dans l'esprit en tant qu'idées. Elles devraient alors donner un peu de leur qualité aux choses qui participent d'elles, à savoir la pensée. Or, une table ou un caillou ne pense pas, et pourtant il y a bien des formes intelligibles de table ou de caillou, vous voyez. Donc les phénomènes et les choses matérielles sont étrangères à la pensée. La théorie de la participation apparaît donc contestable. Il n'y a pas de rapport entre une forme intelligible qui serait l'objet de la pensée et des objets matériels qui sont dépourvus en fait de toute pensée. Vous voyez, puisque justement il faut qu'il y ait un minimum de communauté de propriété entre les deux. Et bon, à moins de trouver un caillou qui pense, on peut trouver contestable la théorie de la participation à ce stade. Donc en effet, d'un côté, la forme intelligible devrait se séparer un peu d'avec elle-même pour se retrouver dans les choses physiques et matérielles, et de l'autre, ces formes sont en rapport avec notre intellect. Une pierre ou un arbre ne pense pas pour autant qu'on sache, il n'y a donc pas de communauté de propriété possible entre les choses matérielles et physiques et les choses spirituelles et idéales qui appartiennent à la pensée. J'insiste parce que là on arrive vraiment dans ce qu'on appelle les apories du Parménide, donc c'est les impasses logiques auxquelles Platon fait face par rapport à sa propre pensée. Ça devient assez technique, donc je vais insister lourdement pour être bien sûr que ça soit acquis. Donc toutefois, même si la différence de nature entre le spirituel propre à la pensée et le physique propre au sensible semble insurmontable, Platon ne renonce pas à affirmer que cette réalité intelligible existe et substitue au modèle de la participation celui de l'imitation. Parménide, attention parce que là il va vraiment falloir s'accrocher, bien se concentrer. Parménide avance en particulier le problème de l'infinité des formes, aussi connu sous le nom d'argument du troisième homme, que l'on retrouvera formulé ainsi plus tard dans la métaphysique d'Aristote au livre Zeta. Il montre que si une réalité sensible imite une forme, alors il faudrait qu'il existe une autre forme pour expliquer la ressemblance entre cette forme et la réalité sensible. Si je prétends que une image ressemble au modèle, et si je veux le prouver, je vais comparer l'image en question à autre chose et dire tu vois bien que ça ressemble plus à ça qu'à ça. Ça c'est le principe logique balancé de manière rapide. Maintenant on va falloir le développer. Donc pour établir la ressemblance entre une forme et un phénomène, qui en serait la copie ou l'image, il faudrait introduire une autre forme qui introduise une nouvelle dissemblance afin d'établir comparativement que c'est bien à cette forme-là qu'elle ressemble par contraste. Si on suit l'exemple pris par Platon, imaginons qu'il existe une forme ou une idée de la grandeur qui serait grand en soi et que les choses particulières, disons, deux arbres sont grands en vertu de leur participation par imitation à cette forme de la grandeur. Si on affirme que ces deux arbres sont grands parce qu'ils imitent ou participent à la forme de la grandeur, il semble que cette forme de la grandeur elle-même doit aussi être grande pour être le modèle de leur grandeur. Il faut que la forme de grandeur et les arbres grands aient la même propriété qui est la grandeur. Mais alors, pour expliquer la ressemblance entre ces deux arbres grands et la forme de la grandeur, il faudrait une autre forme de la grandeur. Cette nouvelle forme de la grandeur devra elle aussi être grande pour être modèle, ce qui nécessite une troisième forme de la grandeur pour expliquer la ressemblance entre les objets particuliers et les formes précédentes, et ainsi de suite à l'infini. Donc pour le dire simplement, si les objets grands, par exemple des arbres, participent à la forme de la grandeur en soi pour être grands, alors cette forme elle-même devrait être grande pour jouer son rôle de modèle. Mais pour justifier la similitude entre l'objet, l'arbre grand et la forme de la grandeur, une nouvelle forme de la grandeur semble nécessaire pour être bien sûr que c'est à la première grandeur qu'on puisse comparer les arbres par contraste, pour permettre donc la comparaison entre l'objet et la première forme.
Donc cette exigence d'une forme servant de point de comparaison pour chaque ressemblance entraîne la régression à l'infini, montrant les limites de l'imitation en tant que principe explicatif de la relation entre les objets sensibles et les formes. En fait, ce que Platon démontre, c'est que la notion même d'imitation est problématique à penser entre deux choses de nature aussi différentes que le sensible et l'intelligible, si bien qu'il faut toujours pouvoir établir des comparaisons. Ce raisonnement, en demandant toujours une autre forme pour assurer la ressemblance, aboutit à une régression infinie. On appelle cela l'argument du troisième homme parce qu'à chaque étape, une troisième entité est exigée pour garantir la similitude, et aussi parce que c'est Aristote qui va prendre l'exemple d'un homme, et donc d'un troisième homme, pour illustrer ce principe. D'ailleurs, je trouve qu'Aristote l'a illustré de manière plus claire que Platon, donc ce qui rend la théorie de l'imitation incohérente. Elle ne peut jamais atteindre une explication satisfaisante sans démultiplier sans fin les formes. Je vais maintenant prendre un exemple moins abstrait que la grandeur, parce que je trouve que sur ce coup, Platon n'a pas choisi un exemple qui nous simplifie la tâche. Alors autant prendre l'exemple d'Aristote qui utilise un troisième homme, justement pour savoir si l'homme est comparable à la forme dont il serait l'image par imitation. Je résume. L'argument, encore une fois, parce que je me suis vraiment pris la tête pour le comprendre et je ne voudrais pas que ça soit confus pour vous, pour savoir si la copie est une image adéquate au modèle, il faut se référer à une forme qui serait le modèle, mais pour savoir si cette forme est elle-même conforme à l'idée, conforme à la chose dont je parle, j'ai besoin d'une autre forme pour créer un point de comparaison. Par exemple, si je prends un bonhomme du nom de Gilles, appelons-le Gilou, donc ça va être le bonhomme Gilou, et que je dis qu'il ressemble à la forme intelligible d'homme dont il serait l'image, eh bien je n'ai aucun moyen de déterminer si la forme d'homme qui semble quand même bien différente de Gilou y correspond, du fait de la différence nécessaire entre la forme intelligible et le phénomène Gilou qui lui est particulier. C'est quand même un phénomène particulier, Gilou. Il me faudrait donc un troisième terme, donc une autre forme d'homme, pour vérifier si Gilou y correspond plus ou moins, ou pas, et ainsi de suite. Une fois que j'ai invoqué la troisième, je vais prendre une quatrième pour voir si ça correspond ou pas, ainsi de suite. Donc ne pouvant trouver la forme intelligible qui correspondrait précisément à Gilou, je vais me perdre dans une multitude de formes infinies qui seront sans cesse comparées les unes aux autres et qui ne lui correspondront jamais totalement. Ce que Platon est en train de faire, en somme, c'est mettre le doute sur le caractère universel et absolument unique de la forme, suffisant à rendre compte de la multiplicité des phénomènes en les synthétisant. Donc là, il est en train vraiment d'effectuer une attaque assez redoutable concernant son propre système. Si la forme a besoin d'être comparée à autre chose qu'elle-même, c'est qu'elle n'est pas aussi englobante et précise que ce que Platon croyait, et en plus ces comparaisons sembleraient sans fin. D'après Platon lui-même, les formes intelligibles ne sont finalement peut-être pas des modèles valables servant de base aux phénomènes qui nous entourent. La différence entre la copie et le modèle semble à jamais impossible à résorber. Mais ce n'est pas le seul élément que Platon va convoquer pour réfuter sa propre théorie, car si l'on admet que les choses participent d'une forme dont on vient de voir qu'elle n'est peut-être pas un modèle valable de façon absolue, alors qu'est-ce qui les empêche de participer les unes des autres ? En effet, on a vu que la participation était difficilement pensable du fait que la réalité sensible semblait de nature différente par rapport à la réalité intelligible, conforme à la pensée. Dans ce cas, cette participation semblerait d'autant plus facile à envisager entre choses d'une même nature, donc entre formes intelligibles. Pourquoi ne pas envisager par exemple que l'idée d'homme participe de celle d'animal ? Après tout, les deux sont des formes intelligibles, et il est assez commun de considérer que l'homme est par certains aspects un animal sur certains points. Sauf qu'il faudrait du même coup
conférer un peu d'humanité à l'animal. Je pense que vous voyez quel est le problème. Si les formes participent entre elles, ça pourrait déboucher sur des confusions et des indistinctions. Parménide interroge Socrate sur le fait que si une forme, par exemple la forme de la justice, participe aussi à la forme du beau ou de la bonté, alors on risque de perdre l'idée que chaque forme est une entité indépendante et distincte. Si les formes partagent des propriétés entre elles, cela conduit à une confusion, où chaque forme pourrait potentiellement inclure en elle-même des aspects d'autres formes, ce qui ébranle leur définition et leur unité. Alors, comment va faire Platon pour échapper à cette confusion ? Eh bien, il va introduire une nouvelle idée géniale qui, à elle seule, va quasiment donner naissance au néoplatonisme, à savoir l'un. Les formes conservent leur unité et leur cohérence et ne se mélangent pas les unes avec les autres, car elles participent à une unité qui dépasse chacune d'elles et leur confère une parfaite cohérence et qui est l'un. L'un est l'unité primordiale qui va consolider et unifier de manière harmonieuse les formes en les empêchant de se disperser et de participer les unes des autres de façon chaotique. De cette manière, une girafe ne se mettra jamais à chanter avec la voix de crooner d'un Elvis Presley et aucun homme ne se retrouvera soudainement avec un cou de girafe, ce qui est bien dommage, avouons-le. Moi, j'aurais bien aimé un jour voir l'un ou l'autre. Donc, il n'y a donc pas de mélange absurde entre formes, car l'unité devient mesure de toute chose. Oui, mais puisque l'un qu'introduit Platon est un principe ultime, se situant au-delà de toutes les formes, et qui n'est pas lui-même une forme, on ne sait pas vraiment ce qu'il est, ni même s'il existe. La fin du Parménide montre les différentes nouvelles impasses auxquelles conduisent cette nouvelle idée pourtant géniale a priori, en 165e, je cite, Parménide dit « Par voie de conséquence, s'il n'est pas un, aucune des autres choses ne peut être imaginée être ni une ni plusieurs. Sans unité, en effet, il est impossible d'être plusieurs. » Le jeune Aristote répond « Impossible en effet. » Par voie de conséquence, s'il n'est pas un, aucune des autres choses n'est ni une, ni plusieurs, ni paraît l'être. Elles ne le sont ni ne le paraissent selon toute vraisemblance, lui répond le jeune Aristote. Ni non plus par conséquent semblables ou dissemblables. Non, en effet, il lui répond. Parménide reprend, pas davantage, évidemment, elles ne seront identiques ou différentes, en contact ou séparées, et d'aucune des caractéristiques dont nous avons montré en détail, dans nos argumentations précédentes, qu'elles apparaissent, les autres choses ne sont dotées ni ne paraissent être dotées, s'il n'est pas un. C'est vrai, lui répond jeune Aristote. En somme, quand nous disions s'il n'est pas un, il n'y a rien, nous nous exprimerions avec justesse, n'est-ce pas ? Parfaitement, lui répond jeune Aristote. Et Parménide dit, eh bien, tenons-nous-le pour dit, et disons encore ceci, selon toute apparence, s'il est un ou s'il n'est pas un, lui et les autres choses dans leur rapport avec eux-mêmes et dans leur rapport mutuel, présentent et ne présentent pas de toutes les façons toutes les caractéristiques, paraissent et ne paraissent pas les présenter. Et le jeune Aristote lui répond « C'est la vérité même », fin de citation. Pour résumer ce passage final qui clôt le Parménide, et qui demeure bien compliqué pour changer, on peut dire que si aucune unité supérieure à la multitude des choses n'est, alors cette multitude n'est pas, car toutes les choses se confondraient les unes avec les autres. On revient à un point que j'évoquais tout à l'heure, ainsi que, donc, on l'a dit, hein. Donc l'homme et la femme, par exemple, n'auraient aucune identité distincte qui permette de les dissocier, de même que la mer ou le ciel, ou toute chose pouvant posséder certaines ressemblances avec une autre chose.
mais ne se confondant avec... Mais justement, ça pourrait se confondre. En ce sens, quand Parménide dit ici « s'il n'est pas un, il n'y a rien », alors on peut dire qu'il n'y a effectivement rien, et plus précisément rien de particulier. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas exister sans la moindre identité. Vous voyez ? Sinon, si tout demeure indistinct, plus rien n'est. Il n'y a plus rien de particulier, et donc il n'y a plus rien qui soit dissociable d'autre chose. Mais d'un autre côté, si l'un est, alors il n'est pas. Il n'est pas car l'un, dans sa perfection, en tant qu'unité absolue, qui se situe au sommet de la multitude des formes, qui possède une identité stricte en participant de lui, perd son prestige et sa perfection en se confondant avec l'être auquel appartiennent les formes elles-mêmes, en rapport avec la réalité sensible. Il est donc nécessaire que l'un ne soit pas pour être, car sinon il n'est pas, et s'il n'est rien, ne peut être car tout devient confus et indistinct, sans aucune identité. Les choses se devant d'être à la fois une et multiples. L'un comme principe d'unité demeure nécessaire, mais celui-ci est condamné à demeurer un mystère échappant à toute connaissance intellectuelle. C'est paradoxal parce que s'il est alors, tout s'effondre, il se dissout dans la multitude des formes et des choses. Vous voyez, sa perfection, son caractère absolu le rend inatteignable. Et il ne peut pas se fondre avec le reste. L'unité qui assure sa cohérence à notre monde ne saurait se réduire à une forme, encore moins à une image, qui appartient au degré du savoir le plus incertain, et peut même servir d'artifice trompeur en de mauvaises mains, comme on l'a vu tout à l'heure. Ce qui fait que tout demeure un est à peine concevable pour la pensée, et quand celle de l'immense Platon a tenté de s'en rapprocher, celui-ci a dû renoncer à le saisir. Avec le sophiste, Platon nous amenait à penser que nous pouvions dissiper l'erreur et la duperie. Avec le Parménide, il nous amène à attester que le fondement de toutes nos connaissances échappe à toute image comme à toute forme intellectuelle de l'esprit. Sans unité, rien n'est connaissable car rien n'est véritablement, et rien ne peut être identique à soi, mais il demeure impossible que cette unité soit présente sous peine de s'évanouir dans la multiplicité des phénomènes changeants et contradictoires qui constituent notre expérience. Il est impossible de renoncer à l'un, mais en même temps ce dernier demeure à jamais un mystère impénétrable. En poussant son propre système métaphysique dans ses retranchements, Platon a également élevé sa pensée aussi haut que l'esprit humain pouvait aller, à savoir jusqu'aux frontières de ce qui demeure formalisable par le langage et par la dialectique philosophique. Ce n'est pas simplement le platonisme que Platon a mis en péril, car un tel processus est compris dans son essence même. C'est tout simplement l'espoir de parvenir à une saisie par la voie de l'intellect du fondement de toutes nos connaissances. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à une prochaine fois pour de nouveaux approfondissements philosophiques.